Nous sommes à Paris, au cœur de l'hôtel de la Marine. Achevé en 1774, ce lieu était à l'origine le garde-meuble de la couronne. Sa mission, entretenir et commander le mobilier des résidences royales. Quelques décennies plus tard, en pleine Révolution française, le ministère de la Marine s'installe entre ses murs. Et progressivement, il va occuper la totalité du bâtiment, en modifiant l'apparence des salons historiques pour les adapter aux usages d'un ministère. Jusqu'en 2015, où l'administration va déménager et où le Centre des Monuments Nationaux va lancer une grande campagne de restauration pour retrouver tout l'éclat du XVIIIe siècle de ces salons historiques. Je vous propose une visite à la découverte des secrets de l'hôtel de la Marine, un lieu où la petite histoire du monument s'entrecroise avec la grande histoire de France et où certaines pièces que nous allons traverser en disent long sur la manière de vivre de l'élite du XVIIIe siècle. Pour commencer, direction la salle à manger, où nous attend une table reconstituée qui représente un festin du XVIIIe siècle, comme si les convives venaient d'en partir. À droite, on remarque un long buffet qui cachait à l'origine un ingénieux dispositif. Il s'agissait d'un système de monte-plat qui permettait de faciliter le service depuis les cuisines. Aujourd'hui, ce dispositif a disparu, mais le long buffet est toujours là, ainsi que la table pour nous rappeler le faste de ces repas du XVIIIe siècle. Passons dans le cabinet des glaces. Pièce commandée par le premier surintendant du garde-meuble, le libertin Fontagneux. Elle est recouverte du sol au plafond de miroirs, un décor très coûteux pour l'époque, et certains sont ornés d'un décor peint de Vénus toute nue. Tout ça est autour du thème de l'amour, un thème très cher au cœur de Fontagneux. Mais un décor qui n'était pas trop du goût de son successeur, Thierry de Ville-d'Avray. Est-ce lui ou sa femme? L'un des deux a été un peu effarouché par ce décor et a demandé à un peintre de rhabiller certaines des Vénus et d'en transformer d'autres en poutis, des angelots joufflus qui étaient sans doute bien plus innocents. Le cabinet des glaces est l'un des derniers exemples de cette époque aussi bien conservé. La restauration menée à l'hôtel de la Marine a révélé bien des surprises. Et l'une des plus belles se trouve dans le cabinet doré. À l'époque du ministère de la Marine, cette pièce avait été transformée en une petite cuisine, dont les parois étaient recouvertes de plaques d'inox. Et quelle n'a pas été la surprise de l'équipe de restauration en retirant ces plaques d'inox et en découvrant en dessous d'authentiques boiseries du XVIIIe siècle. Direction ensuite le salon de compagnie, où un détail intrigant nous attend. Il s'agit d'un petit trou dans l'un des volets. Je vous avais dit en préambule que ce monument avait vu passer pas mal d'événements historiques. En effet, pendant l'occupation, c'est ici que les Allemands ont installé un poste de guet, car l'endroit est hautement stratégique. Il permet à la fois d'observer ce qui se passe dans la rue de Rivoli et sur la place de la Concorde. Une meurtrière qui rappelle la violence des combats qui ont eu lieu au moment de la libération de Paris en 1944. Traversons ensuite le majestueux salon des Amiraux, où ont eu lieu de nombreux bals et des réceptions fastueuses. Ces dernières sont évoquées de manière vivante par des miroirs dansants. Nous arrivons ensuite dans le salon diplomatique, où se tenaient de grandes réunions avec des dignitaires étrangers. Si l'on observe l'un des murs, on remarque une petite porte. Elle donne sur un réduit de 5 mètres carrés à peine, où se tenait le secrétaire du ministre. Ainsi dissimulé, il pouvait écouter en toute discrétion les conversations et prendre des notes. Bien sûr, personne dans la réunion n'était dupe, puisque ce dispositif existe dans d'autres lieux de pouvoir. Mais cela montre la frontière parfois poreuse qu'il y a entre la diplomatie et l'espionnage. Restons dans le salon diplomatique, mais cette fois pour admirer les volets. L'un d'eux est abîmé, un dommage que l'on peut dater très précisément de septembre 1792. Profitant des tumultes révolutionnaires, une trentaine de voleurs s'infiltrent dans ce qui est encore à l'époque le garde-meuble royal. On y trouve les joyaux de la couronne, autant dire un butin particulièrement précieux pour ces voleurs qui vont piller pendant plusieurs jours le garde-meuble. Le butin s'élève à plus de 9000 diamants. On peut se demander pourquoi ces voleurs n'ont pas été interrompus plus tôt. Tout simplement parce qu'il n'y avait aucun signe d'effraction sur les portes puisqu'ils sont passés par la fenêtre. Pour finir, terminons notre visite par la loggia, qui offre une vue unique sur la place de la Concorde. Une place sur laquelle se sont déroulés des événements historiques, comme la décapitation de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mais aussi des épisodes plus joyeux. Par exemple, en 1836, l'installation de l'obélisque de Luxor, un cadeau diplomatique de l'Égypte. Le roi Louis-Philippe assiste à cet événement depuis la loggia, d'abord un peu caché, au cas où l'installation tournerait mal, et puis lorsqu'on est sûr que tout se passe bien, le roi Louis-Philippe sort, aux yeux de la foule massée sur la place, pour récolter les honneurs. Pour découvrir le reste des pièces et l'époustouflante restauration de ce monument, direction l'hôtel de la Marine, à Paris. Le lieu regorge d'histoires insolites et de décors somptueux.